Ouais, ok. Donc nous allons reprendre les travaux. Juste, vous allez voir, il y a une petite feuille qui va circuler. C'est pour les personnes qui seraient intéressées, comme on va certainement faire un deuxième volet l'an prochain. Donc si vous voulez, vous laissez vos coordonnées électroniques pour que je puisse faire suivre les appels à communication ou les programmes. Voilà, merci. Voilà, j'espère que tout le monde a bien déjeuné. Donc, on va reprendre nos travaux, en commençant par la communication de Yves Lécroard, qui a été conservateur des monuments historiques en Normandie pendant une vingtaine d'années, entre les années 1976 et 2001, puis inspecteur général des monuments historiques. On vous laisse la parole. Merci. Alors, j'ai volontairement restreint l'éventail un peu trop large que j'avais proposé au départ comme titre de cette communication. Et je vais simplement m'attacher à quelques témoins des logis médiévaux à nef et bas-côté en Normandie. Alors, je n'insiste pas sur la structure à nef et bas-côté. Elle est d'usage permanent, pourrait-on dire, depuis les origines jusqu'à nos jours. Quelquefois discrètement posé dans la campagne, avec quelquefois un peu de maçonnerie sur quelques aspects, mais je vais vous proposer l'analyse que j'ai pu faire de ce bâtiment que vous avez à l'écran. Alors c'est un petit logis seigneurial établi sur un fief connu au moins depuis 1460, mais probablement bien antérieur, et qui m'avait interpellé. Je le connaissais de longue date, mais j'ai vu apparaître des débuts de travaux un peu contestables sur cette partie, donc je me suis précipité pour aller voir un peu ce que racontait cet édifice, et la surprise a été tout à fait intéressante. À partir simplement de cette vue frontale, on pouvait penser, enfin de la précédente, on pouvait penser à un bâtiment tout à fait classique, et en fait, il s'est révélé être infiniment plus complexe et passionnant que je ne le pensais au départ. D'abord par l'ampleur de son volume, tout à fait inusité. La présence de cet énorme pignon ou comble croisé que l'on trouve au centre du bâtiment. Une toiture particulièrement imposante et un peu étrange pour un logis. À l'évidence, on s'aperçoit très rapidement que l'on est en présence d'un bâtiment à nef et bas-côté, et qui porte toutes les traces donc de l'ancienneté. La présence d'un grand pignon central, c'est quelque chose qui existe assez fréquemment en Normandie. Vous en avez quelques exemples, comme ici dans un autre manoir des environs de 1550, manoir des Pavements à côté de Lisieux, sur lequel, ça je renvoie à l'abbaye Grosdevol, cette petite étude sur le tracé de l'épure. Là, je peux vous garantir qu'il fonctionne parfaitement bien. Il est tout à fait passionnant. Et j'ai commencé quelques recherches qui ont été assez compliquées du fait d'un propriétaire pas spécialement intéressé par le sujet et qui, depuis mes premières observations, a usé successivement 4 architectes et a fini par travailler tout seul. Donc c'est un accompagnement un peu difficile que j'ai eu à accomplir au cours de ces quelques années. Alors effectivement, j'étais interpellé par cette petite découverte qui donnait déjà quelques indices sur le caractère d'ancienneté tout à fait vénérable. Alors ce motif des fenêtres trilobées, on le connaît bien en Normandie, on le connaît bien dans d'autres régions aussi, on en croise en Bretagne, on en croisé en Picardie, etc. J'avais travaillé effectivement sur quelques-uns de ces sujets. Et puis, au cours des travaux, sont apparus des éléments tout à fait importants, comme cette sole énorme qui avait été donc dissimulée par un habillage de briques. Et on discerne sur ce
sur cette image la présence effectivement des poteaux de travée de la nef centrale, les assises de maçonnerie correspondant à cette disposition à nef et bas-côté. Et malheureusement, le propriétaire avait décidé d'agrandir ce logis. Et malheureusement, en éventrant un peu le tout, en faisant disparaître toutes les maçonneries du rez-de-chaussée, je n'ai pas eu la possibilité à ce moment-là de procéder à l'ensemble des relevés que nécessitait ce bâtiment. Il faut dire que je me suis un peu introduit successivement sur ce chantier, non sans mal. Alors on voit ici le désastre commencer et qui ne m'a pas permis d'analyser, sinon que de manière très sommaire, tout ce grand pignon sud. Mais vous apercevez là aussi toute la structure, donc un nef bas-côté, elle est parfaitement exacte. Et puis, ayant réussi à pénétrer à l'intérieur, non sans mal également, effectivement, je me suis trouvé avec des éléments qui me sont apparus d'une certaine importance, notamment avec cette ferme centrale, avec ces essuliers courts, etc., dessinant un demi-cintre parfait. Cette ferme centrale, avec sa colonne, chapiteau, base, etc., en fait, reposait sur un entrée qui en fait a rattrapé le fameux pignon que vous avez vu donc en façade. Donc les premières conclusions me lancent effectivement sur l'idée de l'insertion de ce grand pignon sur cette structure à nef et bas-côté. Et à l'intérieur aussi, une multitude d'éléments tout à fait passionnants, comme cette partie que je vous détaillerai tout à l'heure, car j'ai pu malgré tout suivre de loin en loin ce qui se passait durant la restauration de ce bâtiment. Et le travail auquel je me suis livré a été de faire un relevé sommaire, mais parfaitement, les dimensions en sont tout à fait exactes. Je n'ai pas pu passer les journées ou les semaines que nécessitait cet élément, mais voici ce qu'a donné effectivement la restitution de ce qu'a pu être l'épure du charpentier réalisant donc cet ouvrage. Voilà ce qui s'est vraisemblablement passé, même de manière certaine passé, avec l'insertion d'un plancher. Je vous parlerai chronologie tout à l'heure. Insertion d'un plancher dans ce qui est la grande salle sous charpente centrale de ce bâtiment. Voici l'autre restitution de l'épure, d'après toutes les observations que j'ai pu faire. Grande salle sous charpente, donc, mais uniquement réservée à la partie centrale, à la travée centrale. Le bâtiment est composé de 3 travées, 2 petites travées latérales et une grande travée centrale, et donc dont le faîtage culmine à 9,50 m, c'est-à-dire quelque chose d'assez considérable. Voilà, et avec l'insertion effectivement de cet élément. J'ai pu procéder à un relevé extrêmement précis de toute la beauté nature de l'ensemble, qui m'a permis de restituer la traversée, il y avait énormément d'éléments encore en place, mais qui m'ont permis donc d'établir avec certitude ces dispositions. Alors devant le caractère un peu incertain du devenir de ce bâtiment et des velléités ou des passions diverses et variées du propriétaire, j'ai fini par proposer un projet de restauration dans lequel effectivement j'ai proposé le rétablissement de tout ce qui m'apparaissait avec une quasi-certitude comme appartenant à l'édifice originel. Vous voyez qu'une bonne partie de ces éléments ont été parfaitement conservés. Et surtout, il restait suffisamment d'éléments, vous les avez vus tout à l'heure, de ces petites baies du pignon nord, et où existaient absolument partout les traces de ces ouvertures. J'ai oublié de vous donner quand même le nom de ce manoir, mais comme j'ai beaucoup d'images, j'ai peut-être un débit de mitraillette, pardonnez-moi. Il s'agit du manoir de Catillon sur la commune de Cambremer, en Pays d'Auge, entre Caen et Lisieux.
Les seules incertitudes que je pouvais avoir sur les dispositions de ce bâtiment étaient la travée centrale, où aucun témoin. Ce que vous voyez en jaune, ce sont les parties à restituer. Pardonnez-moi. Les parties à restituer. Et donc, la partie centrale avait été trop perturbée. Et donc, c'est là où, devant les difficultés architecturales ou de maîtrise d'œuvre sur ce chantier, j'avais donc proposé sagement d'établir ce type de baie, qui est un type de baie assez fréquent entre le 15e et le 16e siècle dans notre région. Mais sinon, tout le reste était soit encore en place, soit parfaitement lisible. Alors j'ai pu obtenir le dégagement de ce plancher intermédiaire et où on discerne effectivement les divers éléments. Une cheminée dont je vous reparlerai tout à l'heure qui n'est pas la cheminée d'origine, pardonnez-moi. Une cheminée à l'étage dont on devine aisément qu'elle est apparue lors de l'insertion du plancher intermédiaire, et on aperçoit les éléments qui m'ont permis de de proposer cette restitution de l'épure, pardonnez-moi, à savoir ce portique. Ah là là, décidément. Voilà, le portique était en place. Et on voit très bien, avec deux paires d'esseliers de chaque côté, il restait un seul esselier, mais il restait les mortaises, les trous de cheville, etc., qui ont permis à un charpentier habile de restituer ces éléments. Alors on s'aperçoit aussi de l'importance donnée au maintien de cette ferme centrale, qui effectivement avait fléchi en partie médiane sous le poids et en raison de la largeur de cette travée. On s'aperçoit aussi que le repos de cette entrée se passe de manière assez peu satisfaisante et qui indique manifestement une reprise, un changement de cette pièce. Voilà une autre vue donc de ce portique. Alors, ne faites pas attention aux rambardes, escaliers et autres qui sont simplement de la desserte de chantier, ou plutôt la desserte de l'immense bâtiment qui a été accolé au bâtiment ancien. Mais vous retrouvez effectivement cette disposition. Une chose un peu étrange, c'est que cette salle sous charpente qui occupe donc la travée centrale, en fait, elle se poursuivait sans cloison excusez-moi. Elle se poursuit vers le sud, donc on n'a pas uniquement un volume sur plan carré, il y a un espace plafonné qui prolonge la salle jusqu'au pignon sud. Là, vous apercevez à nouveau donc cette entrée rajoutée. Tiens, il y a un peu de... Alors, lorsqu'a été inséré ce pignon contemporain donc de l'établissement de ce plancher intermédiaire, eh bien, a été sauvagement entaillé, bien sûr, le portique faisant face à celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais, je suis désolé, la photographie a tourné d'un quart de tour, mais on y retrouve, voilà, cette fois-ci, elle est dans le bon sens. On retrouve les mortaises des deux esseliers et le petit décor d'écu en relief qui se trouve à la base du premier esselier. Ah, décidément, c'est bon. Pour illustrer cette extension de la salle sous charpente qui passe donc en partie plafonnée, existent les mortaises permettant d'établir l'emplacement des petits esseliers donc, qui prolongeaient cet espace ouvert. Donc c'est une demi-salle sous charpente, si j'ose dire, qui est un type que je ne connais pas. Voilà. Les planchers des deux travées d'extrémité sont parfaitement conservés. Là, vous avez l'un des esseliers qui a été rétabli d'après les traces existantes. Et ici, à gauche, vous êtes dans la salle sous charpente que je vous montrais tout à l'heure. On se retrouve ici avec
ce fameux poteau que je vous montrais tout à l'heure, et l'accès. Pardonnez-moi, mais je suis un peu fâché avec la manipulation de cet ustensile. Et donc, on se trouve ici avec, heureusement, le rétablissement de l'ensemble de la file de fenêtres trilobées que je vous montrais tout à l'heure, qui a été effectivement rétabli avec beaucoup de soin. Là, j'ai pu conseiller à temps le rétablissement de ces fenêtres. À une remarque près, c'est que a été maintenu le niveau d'appui, décidément. Le niveau d'appui tardif de ces fenêtres, alors qu'en réalité, vous apercevez le chevillage qui vous indique que l'appui filant, pardonnez-moi, en fait, se situe. Décidément, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, il a baissé simplement de 30 cm. C'était une concession que l'on pouvait faire, je pense, dans la restauration de cet ensemble. Le dégagement sous le plancher de la travée nord a révélé effectivement un dispositif pas très fréquent, constitué par cette juxtaposition d'éléments de bois qui se raccroche à un chevêtre. Mais il ne s'agit pas d'une ancienne cheminée de rez-de-chaussée. Là, nous sommes sous la travée nord, sous ce que j'appellerais la chambre haute de ce petit logis. Et ce chevêtre et cette juxtaposition de pièces de bois sont simplement destinés à accueillir la sole de la cheminée de l'étage, sur lequel nous allons nous pencher un peu. Nous voici à nouveau à l'étage, au-dessus de cette sole. Une cheminée qui a toutes les apparences d'une cheminée de la première moitié du XVIe siècle dans cette région, avec son contre-cœur en plein cintre. Mais, à l'évidence, nous ne sommes pas devant la cheminée originelle, puisque vous apercevez un chevêtre beaucoup plus important. J'ai du mal à manipuler pourtant, je le manipule avec douceur, mais vous avez... Pardon ? Voilà, merci. Vous apercevez un chevêtre beaucoup plus important et qui nous donne la dimension et qui va nous permettre de rétablir avec une certitude absolue la disposition des cheminées de ce logis. Car vous apercevez ici et là deux mortaises, une mortaise droite traversante, une mortaise oblique fermée. Et comme par hasard, là j'appuie à droite, non. Je fais comment pour... Voilà, voilà. Décidément. Bon, j'ai des photographies un peu tournées, mais voilà, ces mortaises, vous les rétablissez à un quart de tour, et vous avez effectivement cette disposition tout à fait intrigante, dans un premier temps. Comme par hasard, au rez-de-chaussée, on se retrouve avec exactement la même disposition, avec une mortaise ouverte, une mortaise fermée en oblique, et qui m'a permis, je pense, avec une... voilà, décidément, vous avez ces deux mortaises, vous tournez d'un quart de tour et vous les avez. Eh bien, vous avez... En fait, voilà ce que donnent les traces de ces deux cheminées, qui donc ne disposaient pas de pieds droits, mais étaient simplement des hottes portées par les aisseliers et se répondant à chaque niveau avec exactement le même système. Ce qui fait qu'avec ces observations, nous arrivons à une restitution la plus fidèle possible de cet ensemble, constitué donc de la grande salle sous charpente,
son extension sous le plancher de la travée sud, et de l'autre côté, un cellier de pierre, et avec au-dessus l'emplacement de la chambre haute. Nous sommes dans le schéma bien classique, connu notamment dans toute la France de l'Ouest et en Angleterre, avec cette disposition que l'on rencontre dans nombre de petits logis seigneuriaux qui ont été détaillés notamment dans la publication de Wayne Byron Jones et Pierre Garrigou-Grandchamp il y a quelques années. Voilà ce qui est devenu, néanmoins, avec quelques erreurs, ce bâtiment. Il a retrouvé la disposition originelle de ces fenêtres du rez-de-chaussée qui ont pu être rétablies sans aucune hésitation. Je regrette simplement que j'avais retrouvé une partie de la lisse d'appui qui était en réemploi dans une autre partie du bâtiment, et malheureusement le propriétaire a décidé que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Mais tout ceci restera uniquement dans les archives de l'édifice. Et il a fallu effectivement compenser ces maigres éclairages par rapport aux grandes fenêtres qui s'y trouvaient. J'avais donc proposé la création de cette grande fenêtre à traverse et double meneaux sur la façade arrière. Voilà l'extension qui en a été faite. C'est un peu regrettable, mais c'est ainsi. Là, il y a eu une discussion d'architecte qui n'a pas abouti à une solution qui aurait épargné notamment tout le pignon sud qui a été totalement détruit lors de cette extension. Alors j'avais bien sûr proposé la protection de ce bâtiment, mais ça a été un refus immédiat et total en raison précisément de l'intention du propriétaire de doubler le manoir d'un édifice. Voilà, c'est assez regrettable, mais donc c'est la raison pour laquelle je me suis un peu acharné à faire ces relevés, parfois en catimini. Voilà. Néanmoins, la façade nord a pu être rétablie avec une grande fiabilité. Et alors, une chose intéressante, c'est la présence, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure à l'intérieur, mais vous avez une porte extérieure et qui correspond très certainement, je l'ai trouvé dans d'autres bâtiments, à une latrine en encorbellement et qui est généralement associée à la chambre seigneuriale. La façade ouest a été soigneusement restaurée. Il y a eu simplement l'invention de ma part de cette ouverture généreuse qui a permis quand même de restituer une lumière suffisante dans ce bâtiment. Voilà une autre vue la restauration est un peu sèche, c'est vrai, mais on a fait ce que l'on a pu. Malheureusement, ce bâtiment, le bâtiment ancien est menacé d'une nouvelle fantaisie du propriétaire, puisque l'extension qu'il a bâtie comprenait une tourelle d'escalier. Mais finalement, il a trouvé que, ma foi, deux salles superposées au lieu d'un escalier, c'était sûrement beaucoup mieux. Et donc, l'ambition du propriétaire est de tailler dans le vif de la partie ancienne, de quoi établir un escalier monumental, ce qui fait l'objet de quelques difficultés de ma part. Voilà. J'ai oublié de préciser que nous ne connaissons pas le mode d'accès à la chambre haute et à l'espace plafonné supérieur du côté sud. Il est vraisemblable que nous avions là deux escaliers où s'apparentant davantage à l'échelle de meunier qu'à l'escalier monumental. Là, nous n'avions pas de traces. J'ai recherché en vain la trace d'un escalier hors œuvre, mais aucune trace, ni même à l'emplacement qui est celui de cette grande ouverture qui a été réalisée là maintenant.
Alors, avec la complicité de l'un des architectes qui a été éjecté du chantier, j'ai pu lui faire faire ce petit travail en 3D, assez sommaire, assez rapide, mais qui vous donne bien enfin, l'articulation, la composition de ce volume extrêmement intéressant, donc avec l'insertion manifeste de ce grand pignon. Il a commis juste une petite erreur que je me suis efforcé de corriger. Mais là, avec mes modestes moyens informatiques, j'y ai, en lieu et place des deux cheminées superposées, j'y ai effectivement rétabli, comme j'ai pu, la disposition de ces deux cheminées, celle du rez-de-chaussée, donc, qui chauffait et éclairait toute la grande salle sous charpente, et la petite cheminée, enfin petite non, elle était à peu près du même volume que celle du rez-de-chaussée. Et donc ici, on voit bien, en jaune, en ocre jaune, vous avez les parties qui ont été restituées. Voilà. Donc les parties basses du pan de bois, les lisses, quelques pièces de bois, et bien sûr le portique sud qui portait la travée centrale. Alors, j'ai pu quand même convertir le propriétaire à faire une petite étude d'endroit chronologique qui a été extrêmement fructueuse. Dendrotech a œuvré et nous avons pu, d'une part, dater. Le temps est terminé, normalement. Nous avons pu dater, au plus tard de 1471, la structure originelle et l'insertion du plancher grâce à l'entrée changée et donc au plus tard en 1504. Alors rapidement, quelques autres références sur ces bâtiments à nef et bas-côté, étudiés notamment par Édouard Limpé, que certains d'entre vous connaissent. Alors on a en Normandie aussi des bâtiments à nef et bas-côté, mais quelquefois à bas-côté unique. Et visiblement, là c'était le manoir de Ruménil, étudié donc par Édouard Dimpé. Une autre découverte où j'avais entraîné Édouard Dimpé était le manoir des Vallées à Barneville-la-Bertrand, où simplement à partir du fantôme de cette structure à nef et bas-côté, Édouard Dimpé avait pu effectivement rétablir avec beaucoup de certitude cet ensemble de hall and chamber block. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres éléments, d'autres représentants de cette catégorie d'édifices un peu tardif? Et là aussi, j'ai pu suivre un chantier de restauration dans lequel vous avez une grosse chose à cet endroit-là, mais qui n'est pas à sa place. J'ai pu, dans l'atelier du charpentier, identifier ce poteau un peu étrange, avec des mortaises partout, avec une sorte de chapiteau au milieu, grosse mortaise, et puis une partie haute avec des dispositions que vous connaissez bien. Et alors j'ai expressément demandé à ce que cet élément ne soit pas réemployé sur place, puisqu'il était déjà en réemploi. Et en fait, il s'agit de cette pièce que j'ai soigneusement relevée et qui vous donne effectivement, ça c'est la vertèbre du diplodocus qui permet absolument de certifier qu'il ne s'agit pas d'une grange céréalière, mais effectivement grâce à la présence de cette poutre de plancher intacte à son emplacement, elle appartient bien. Alors une autre catégorie, oui j'ai oublié, ce poteau a pu faire l'objet d'une datation d'endroit chronologique également, 1469 si je me souviens bien. Un dernier bâtiment qui a pu être daté par d'endroit chronologie et qui est un système à nef et bas-côté unique, à savoir le manoir de la Bruyère à Haut-Villard, et qui comprend à la fois donc, une partie planchéiée et sur la moitié de sa surface se trouve encore la grande salle sous charpente. Mais je ne peux plus y accéder, c'est une propriété privée.
Voilà. Alors simplement, enfin quelques petites références sur chez nos amis anglais qui ont pratiqué avec bonheur cette manière de bâtir, avec l'exemple le plus gigantesque qui soit, à savoir le palais épiscopal de Hereford. Voilà, tout ceci est à l'échelle. Hein, voilà. Et alors nous situons le manoir de Catillon dans cette gamme-là. Mais on allait effectivement jusqu'à ces dimensions colossales. Alors que dire en conclusion, enfin sur cette étude. D'une part, c'est un jalon intéressant, enfin pour la chronologie des bâtiments à nef et pas côté, au logis à nef et pas côté. Il y en a. Il en a existé grâce à cette petite trouvaille faite sur ce poteau unique. C'est un moment important et là on est vraiment très en retard. Tout ceci était quasiment passé de mode depuis la fin du XIVe au XVe siècle. On ne bâtissait quasiment plus sous charpente, sauf dans quelques autres régions. Et on peut situer effectivement, très précisément, au tout début du XVIe, eh bien l'insertion très tôt de ce plancher intermédiaire. Voilà, je ne prolonge pas davantage. Je vous ai abreuvé un peu d'un mitraillage d'images, mais je suis prêt à répondre aux questions qui ne manqueront pas de se poser. Voilà, merci Monsieur Lécroard. On va accueillir maintenant Stéphanie Bardel et Jean-Jacques Rioux, qui sont chercheurs au service de l'inventaire de la région Bretagne et qui vont nous présenter les travaux qui ont eu lieu récemment sur le pan de bois rural dans le bassin rennais. Le bassin rennais qui est connu par ailleurs pour belle construction en terre, la Bauge, mais voilà, il y a aussi du pan de bois. J'ai fait une petite allusion ce matin, incidente. Si. Voilà, merci. C'est Bretagne. Oui, tout d'abord, merci d'avoir parlé de notre livre ce matin avant sa sortie officielle. Merci aux organisateurs aussi de cette journée de nous accueillir aujourd'hui. Donc on va essayer rapidement de vous faire un panorama des premières constructions rurales en pan de bois dans le pays de Rennes. Alors tout d'abord une petite situation géographique, hein, voilà, puisque je ne sais pas si tout le monde sait où se situe Rennes, hein, donc en Bretagne. Donc à l'ouest. On vous a mis aussi une carte géologique ancienne pour vous montrer en fait que la situation particulière du bassin rennais a favorisé en fait la construction de ces maisons en pan de bois. Vous voyez toute cette partie ici, on a un bassin plutôt, un sous-sol qui est limono-argileux. Avec une frontière au nord avec des carrières de granit, un peu en discontinu, et au sud du schiste. Et toute la partie centrale du bassin rennais ne présente pas de pierres favorables à la construction. Et donc on a énormément construit en effet en terre, mais également en pan de bois. Alors la provenance des bois est intéressante aussi dans le pays de Rennes, puisque les bois utilisés, ce sont des bois de bocage, et notamment des arbres émondés. Nous vous avons mis un plan ancien donc, qui date de 1543, qui présente la ville de Rennes. C'était un plan qui a été demandé pour un projet de navigation en fait, sur la Vilaine. Et comme vous pouvez le voir sur ce dessin, en fait, la ville de Rennes est vraiment entourée d'un bocage important, et notamment beaucoup de haies bocagères. La pratique aussi dans le pays de Rennes, c'est l'émondage, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de chemins creux qui sont bordés de bois de talus, qui sont émondés tous les 9 ans, donc qui leur donnent cette forme un petit peu particulière. Donc on appelle dans le pays de Rennes des ragosses. Et on va retrouver ces bois dans les maisons en pan de bois. Notamment, on vous a mis en bas une photo d'une poutre qui est dans un manoir à pan de bois, qui montre bien ces bois qui étaient très noueux, en fait, les bois de talus. Il faut savoir qu'en Bretagne,
Sous l'Ancien Régime, il y avait la coutume de Bretagne qui est parue fin du XVe siècle, qui interdisait l'abattage des arbres de forêt pour la construction. C'était même un crime qui était puni. Donc les paysans en fait avaient le droit de ramasser les bois morts, d'utiliser les branches émondées et d'abattre les bois de talus de temps en temps pour construire des maisons. Alors, un tout petit peu d'urbain, après on va vous montrer que du rural, c'est promis, mais juste pour resituer, la ville de Rennes était quasiment construite entièrement en pans de bois. Aujourd'hui, il y en a vraiment une toute petite partie qui reste parce qu'il y a eu un grand incendie en 1720 qui a ravagé la ville et qui a stoppé aussi la construction en pans de bois. Donc voilà, quelques images que nous vous présentons ici pour vous dire aussi qu'il y avait une grande tradition de charpenterie et donc qui a aussi évolué vers les faubourgs de Rennes et vers la campagne. Donc ça, c'était en introduction. On va faire 3 parties pour cette intervention. Donc une première partie sur les origines, les premières maisons rurales en pans de bois dans le pays de Rennes, et ensuite les spécificités de ces maisons, donc qui seront présentées par Jean-Jacques. Et moi, je reprendrai la parole pour parler du passage du pan de bois à la bauge, qui a supplanté la construction en pan de bois, mais on va voir qu'il y a vraiment eu une mixité de construction, en fait. C'est à toi. Oui, en fait, les plus anciennes constructions en pan de bois que l'on trouve dans la campagne autour de Rennes, ce sont des logis qu'on appelle des logis-portes à l'entrée des cours des manoirs, et aussi des maisons de retenue construites par les bourgeois autour de la ville à partir du XVIe siècle. Et ces logis-portes, et vous allez voir ici un édifice qui fait un petit peu écho à la présentation précédente. Il s'agit ici d'un édifice qui était extrêmement intéressant, qui est aujourd'hui presque entièrement disparu. Il ne reste qu'un bout du pignon de ce côté-ci. Il s'agissait du manoir de la Mandardière à Passé, daté sur son portail par une inscription en l'an 1414, fit faire Raoul Mandar, cette porte par Jamais Le Pérudel. On peut d'ailleurs s'interroger au passage de savoir si Jamais Le Pérudel est simplement maçon ou s'il est aussi maçon et charpentier, parce que autant l'extérieur de ce logis-porte que je ne vous montre pas était en maçonnerie entièrement, ainsi que les murs latéraux, les pignons. Et vous voyez que tout le revers était en fait une construction en pan de bois distribuée par un escalier en vis qui était dans un bâtiment à côté, ici, qui distribuait l'étage de cette construction par une coursière en encorbellement, selon d'ailleurs un principe qui a existé dans de nombreux manoirs bretons, même s'il en subsiste aujourd'hui qu'une petite dizaine de conservés actuellement à l'échelle de la Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y voit, dès le début du XVe siècle, 2 types de trames de pans de bois que vous allez retrouver après, des parallèles obliques, vous voyez, dans les travées latérales, qu'on aperçoit ici, et un système de croisillons. On voit d'ailleurs sur une photo qui précède de peu la disparition totale de l'édifice dans les années 1920, que ces 3 salles qui se trouvaient à l'étage étaient des salles sous charpente. On aperçoit ici d'ailleurs une charpente à ferme et panne avec les liens courbes que nous avons vus déjà dans l'édifice précédent. Ces 3 salles, les deux pièces extrêmes avaient des cheminées dans les pignons. Et très curieusement, la salle principale au milieu, sa cheminée était sur le mur goutreau au-dessus de l'entrée. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on aperçoit sur ce dessin... il ne faut pas que je clique sur la... Voilà. On aperçoit sur ce dessin du milieu du XIXe siècle des baies trilobées qui font écho à ce que également nous venons de voir. Et sur cette photographie, on voit que finalement, toute cette façade côté cour était du sol, du bahut, de l'appui de la cour, du sol jusqu'au toit, en fait, était une façade en pan de bois, entièrement. Ce qui d'ailleurs est aussi très intéressant, c'est de montrer qu'un noble relativement fortuné, au début du XVe siècle,
a le souci du côté de la cour de son manoir d'avoir un logis avec une façade ornée. Donc vous voyez que postérieurement, on avait, en tout cas pour le rez-de-chaussée, enduit le pan de bois. Cette forme de baie, alors c'est juste rapidement pour faire un écho, on la retrouve bien sûr de l'architecture de pierre, un manoir proche de Rennes qui récemment a fait l'objet d'une étude approfondie de la part de l'INRAP et aussi d'une campagne de datation de Dindreau qui a révélé qu'il s'agissait finalement, un ancien manoir à salle basse sous charpente, le Beaubril à l'Ermitage, qu'il s'agissait du plus ancien manoir daté jusqu'à ce jour en Bretagne, 1335-1340, qui a d'ailleurs infirmé ce qu'à l'époque, quand on avait travaillé à l'inventaire sur le manoir breton dans les années 90, on n'osait pas remonter aussi haut les dates, vous voyez. Un détail de la fenêtre à droite, juste, c'est purement des rapprochements formels, mais qui sont quand même bien dans l'esprit de l'époque, de cette esthétique. Une des rares coursières conservées, en bas à gauche, sur le logis de Launay-Bazoin à Sainte-Anne-sur-Vilaine. Là encore, différents éléments, aujourd'hui, nous permettraient de dater certainement dans la première moitié du XVe siècle ce logis. Et pour sortir quand même de la Bretagne, parmi plusieurs références au niveau national, la maison du 2 rue des Soufflets à Rue, qui a également été datée par dendrochronologie de 1435. Ces logis-portes, il en existait de nombreux, il en subsiste peu, et quelquefois juste à l'état vraiment de traces presque archéologiques. Près de Rennes, vous voyez sur l'ancien logis porte de la rivière Acmar au Reux, en fait, un logis qui lui aussi, à l'extérieur, est en maçonnerie, avec la porte charretière et la porte piétonne, et du côté de la cour, une structure légère qui a seulement conservé ses sablières moulurées, qui atteste que sur cette masse de maçonnerie, on avait une construction en pan de bois, dont on peut simplement, de façon très allusive, restituer le volume. On sait par une description du XIXe siècle, quand l'étage subsistait, malheureusement on n'a pas d'iconographie, qu'il y avait une cheminée au milieu, au-dessus du portail, en forme de lanterne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait par les sources que ce logis a été construit par un très riche bourgeois de Rennes qui s'appelait Jean Augoumard, Agmar, Augoumard, des déformations des noms, sieur de la Rivière, au Reux, échevin de la ville de Rennes et qui, en 1490, prête sa maison de Rennes pour le banquet de fiançailles de la duchesse Anne, ses premiers mariage par procuration, avec l'empereur romain germanique Maximilien. Un autre corpus à l'origine de ces premiers pans de bois, ce sont les retenues construites par les bourgeois de Rennes, dès le XVIe siècle au moins, dans la campagne. Les bourgeois investissent, achètent de la terre, se construisent des maisons. Une partie de l'exploitation donc est confiée à un fermier et le propriétaire, bourgeois rennais, réserve, d'où l'expression de retenue, certains bâtiments et espaces. Ici, c'était juste pour vous montrer que parmi les plus anciens exemples conservés ou d'ailleurs disparus, celui-ci a disparu, il s'agissait de constructions à pans de bois. Les roncerets, alors une maison qui remontait sans doute au XVIe siècle, dont le pan de bois avait été considérablement repris à différentes époques et jusqu'au XIXe. Sur le plan à droite, le cadastre qui vous montre la répartition des espaces. La cour est un espace partagé. Là, ici, la demeure du propriétaire que vous avez en image. Le jardin de la retenue réservé pour le propriétaire avec un autre jardin. La demeure du fermier et le jardin du fermier. On sait aussi par les inventaires qui nous disent, dans les descriptions, en particulier dans les actes de vente, comme ici pour la maison de la Bellangeraie à Rennes, que, vous voyez, la maison principale construite de pierre, bois et terrasse. Alors, nous avons également un dessin de la fin du XIXe siècle qui représente ce lieu, qui subsiste, en tout cas cette partie, et ce dessin a l'intérêt de présenter deux générations de logis de retenue. Là, on aperçoit
à travers le portail, vous voyez, en forme de tourelle de fantaisie, un petit logis avec un étage en encorbellement, sans doute de la typologie de celui dont je vous montre une image à droite, qui remontait certainement au XVIe siècle, qui était le premier logis du bourgeois de retenue, et un deuxième logis du XVIIIe, agrandi par une grande aile au XIXe siècle, qui lui également est entièrement en pan de bois. Ces pans de bois de Rennes, des environs de Rennes, de la campagne, évidemment empruntent des trames, des formes de trames et certains principes constructifs, bien sûr, aux pans de bois des villes, de la ville de Rennes. Mais en même temps, ils s'en distinguent et l'idée, c'était d'identifier des trames et des façades différenciées, hiérarchisées, un phénomène particulier, des pans de bois posés en retrait, qu'on a trouvé assez surprenant, et enfin aussi quelques exemples de montages particuliers. Alors les trames, elles sont, je dirais, assez, entre guillemets, classiques, si je peux me permettre. En particulier, tout le monde connaît bien les suites de chevrons qu'on trouve dans différentes provinces, les croisillons losangiques, on en a vu déjà quelques exemples. En tout cas, à Rennes, la première trame, à gauche, parallèle, oblique et traverse ou entretoise, jusqu'alors était très mal identifiée, en tout cas très mal située dans le temps. Et on se rend compte que ce sont des trames utilisées entre le XVe et le XVIIe siècle. Et enfin, un dernier type de trame sur lequel qu'on va peu représenter aujourd'hui, ce sont des pans de bois beaucoup plus tard, où, à partir du milieu du XVIIe, on utilise des bois flash, voire des remplois, destinés à servir d'ossature à des pans de bois enduits, à des constructions enduites. Ce premier type de trame, effectivement, on a ici un exemple au cœur de Rennes, derrière la cathédrale de Rennes, rue de la Psalette. Il faut faire abstraction du toit, toit brisé, qui évidemment est une modification du XVIIIe siècle, mais si l'on observe le système d'encorbellement ici et également là, ainsi que le raccord entre la trame la trame du pan de bois et les niveaux d'encorbellement, on s'aperçoit que finalement on a quelque chose qui est en place. Et donc, un type de pan de bois qui jusqu'alors on n'identifiait pas du tout comme étant aussi ancien, qui remonte certainement au XVe siècle. Alors il n'y a pas eu de dindro sur cet édifice, mais même on peut dire, d'après le décor des sablières et entretoises extrêmement simples, en escalier renversé, on a des éléments de comparaison qu'on pourrait même situer dans la première moitié du XVe siècle. On retrouve ce type de trame, par exemple, on le retrouvait lors de la destruction d'un ancien presbytère au nord de Rennes, du XVIe siècle, où, sous l'enduit, vous voyez, on a exactement ce type de trame qui reparaissait. En fait, on trouve souvent la combinaison de plusieurs trames. Ici, sur une maison à l'état de presque ruine, un peu plus au nord de Rennes, à Melès, sur la façade principale de cette maison, qui est datée 1548, un pan de bois en encorbellement avec des sablières entretoises moulurées sur un socle de maçonnerie, un étage avec le décor, le pan de bois de chevron, mais aussi associé au croisillon losangique que vous voyez ici, et sur la façade postérieure, un pan de bois du premier type que je vous ai montré dans l'image, dans la diapositive précédente, c'est-à-dire ces grandes parallèles obliques avec ces traverses pratiquement médianes. Ici, un petit détail de croisillon. Alors, c'est intéressant parce qu'il semblerait qu'il y avait, cette porte a aussi un petit écusson avec la date de 1548 qui semble indiquer qu'elle avait un usage aussi un peu particulier, bien qu'elle soit à l'arrière de la maison. On retrouve cette idée de différenciation dans une belle maison de prêtre construite la même date, 1548, à la Mézières. La maison de la Motte-le-Marchand, vous voyez sur la façade ce joli pan de bois dont le rôle évidemment ornemental est totalement clair. Le linteau qui affiche le statut de l'occupant,
avec le calice réservé, qui est évidemment l'emblème réservé, le symbole réservé aux prêtres. Ici, peut-être d'ailleurs une patène. Et dans un écu de fantaisie tenu par 2 lions, ce qui est très étonnant, c'est la date 1548 qui a été sculptée à l'envers. Et à l'arrière de cette maison, le pan de bois avec un modèle à chevron. Et on voit bien, je pense que vous voyez sur l'image, que là, on voit vraiment qu'il s'agit d'arbres émondés. On voit très bien les irrégularités et les différents nœuds. Cette différenciation des façades, elle peut s'accentuer dans certains cas. Ici, à Béton, une belle maison qui est avec un rez-de-chaussée surélevé, comme le montre très bien la coupe. Et cette maison, on a pu faire une datation d'une campagne de dendro demandée à Dendrotech parmi les 5 campagnes de dendro qu'on a pu faire pour ce travail. Et la dendrochronologie a été, comme dans pas mal de cas, pour nous, une sorte de... Elle nous a ouvert les yeux quand même, elle nous a révélé des choses qu'on n'avait pas pressenties du tout. Le rez-de-chaussée a donné comme datation 1500-1501 et l'étage 1565-1566, ce qui semblerait indiquer que peut-être, suite à un incendie, on aurait entièrement refait l'étage. Et en fait, une fois qu'on le sait, qu'on a ces datations qui sortent, on s'aperçoit qu'effectivement, la densité, le rapport des pleins et des vides et l'épaisseur des poteaux est complètement différente entre le rez-de-chaussée et l'étage, et qu'on a également un principe structurel différent, ce que vous montre la coupe. Au rez-de-chaussée, des bois très épais, de très fortes sections pour les poteaux, on le voit d'ailleurs sur la façade, qui sont épaissis, élargis dans leur partie supérieure, tandis qu'à l'étage, des poteaux beaucoup moins épais, avec ce système d'aisseliers qu'on a déjà rencontré sur des édifices présentés précédemment. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que dans cet édifice, on a une double différenciation. La belle façade qui évoque les maisons citadines, puisqu'on est quand même très proche de Rennes, là c'est une commune qui est limitrophe de Rennes, Béton, avec son décor de chevron, a un encorbellement, alors que la façade postérieure, qui est totalement solidaire de l'ensemble, est d'aplomb, du toit jusqu'au sol, d'une part, et que cette image vous montre, ou du moins on entrevoit, que pour le pan de bois de la façade postérieure, on le voit mieux ici, mais enfin on le devine ici, on a utilisé le premier type de trame que je vous ai présenté, sans doute considéré comme un petit peu moins orné. Un cas limite de cette hiérarchisation et différenciation dans les façades, c'est la maison de Frenay à Melès, où là, vraiment, de façon totalement claire, la façade sur la cour de la maison veut montrer la richesse de son constructeur. Peut-être, probablement, il ne s'agit pas d'un lieu noble. On est probablement là dans soit un procureur de seigneurie, un officier seigneurial, on n'a pas encore identifié le constructeur, ou l'équivalent de ce qu'on appelle en Angleterre effectivement un yeoman, un très riche paysan. On a quand même toujours l'accès avec 2 portes que l'on trouve assez peu dans les manoirs, au rez-de-chaussée, mais surtout le soin accordé à l'étage, vous voyez, avec ses sablières, son encorbellement, le pan de bois à chevron, alternant dans certains endroits avec le modèle à grille, un très important coyot, on reviendra dessus, qui protège et qui a d'ailleurs très bien fait son office et qui a bien préservé cette façade. En revanche, l'arrière, c'est très étonnant. Alors non seulement on a une façade, alors on ne le voit pas très bien parce que c'est un peu dégradé, une façade en pan de bois d'aplomb du toit jusqu'au sol, et contre cette façade d'aplomb, on a plaqué une aile postérieure en maçonnerie, que vous apercevez ici. D'ailleurs, la coupe vous le montre, et les plans. On a cette structure qui est totalement dissymétrique. Donc on voit bien là que ça semble assez évident, c'est que l'emploi de l'encorbellement
est vraiment une manière, un choix esthétique, puisque à l'arrière de la maison, on a cette paroi totalement verticale. D'une part, effectivement, les plans, c'est assez curieux, parce que vous voyez, on a une espèce de maçonnerie qui fait un U, et tout l'arrière de la maison, du rez-de-chaussée du sol jusqu'au toit, est en pan de bois. Et ici, simplement, les amorces de l'aile que l'on a brutalement, je dirais, et sommairement plaquées en maçonnerie, sans se soucier de quelques raccords que ce soit, probablement d'ailleurs peut-être une trentaine d'années seulement après la construction de la maison. Les pans de bois en retrait, c'est une autre spécificité. Ici, le tertre à Champi, un petit logis-porte à l'entrée, construit par un bourgeois de Rennes. Alors ça, c'est une chose qui nous a aussi étonnés, c'est que au lieu de construire un étage en pan de bois en encorbellement, c'est le système inverse, vous voyez, ici, avec d'ailleurs un petit toit qui protège le raccord, soit un dessin du 19e qui nous montre ceci, et soit avec un traitement d'enduit, soit essenté, comme ici. Un exemple qui est vraiment assez étonnant, c'est ce logis de la Touche à Chavagne, où aujourd'hui, dans la silhouette actuelle, il faut quasiment détourer ce qu'était la silhouette d'origine de ce logis, qui avait, juste une pièce en étage, en pan de bois, entre deux pignons, et une pièce au rez-de-chaussée dans le prolongement, donc ceci étant un ajout postérieur. Un détail étonnant d'ailleurs, c'est que le retrait du pan de bois est accompagné par un glacis des pignons qui reproduit de façon inverse l'encorbellement de murs que l'on trouve très fréquemment en Bretagne en tout cas et ailleurs, le gouttereau dont l'encorbellement accompagne et fait un écho à celui du pan de bois. Et un élément aussi très intéressant, c'est que le très fort coyot, le très fort débord du toit, qui est tenu par des grandes consoles de bois chevillées qui, vous voyez, sont ici disposées le long de la façade. On a pu, en repérant des traces de chevilles, on peut repérer le système d'ouverture ancien que on peut globalement restituer d'une salle haute qui avait double croisée et un pan de bois à chevron qui est globalement authentique et qui a été daté par dendrochronologie sur la façade antérieure. Et sur la façade postérieure, très dégradée, le pan de bois, les poteaux de structure qui subsistent, dont avec des traces de trous qui permettent d'imaginer qu'on avait un pan de bois de ce type à l'arrière. La découverte, la visite de l'intérieur de l'édifice, qui est un peu compliquée, mais qu'on a pu faire quand même, a fait découvrir qu'au-delà de ce plafond se trouvait une charpente que maintenant vous avez vu tout à l'heure, du même modèle, charpente à lien courbe de type orné, donc destinée a priori à être vue. Mais il y avait ici un plafond. Et la campagne de dendrochronologie a montré que, donné la date de 1495-96 pour le pan de bois des deux façades, la charpente, et le plafond ici de la salle basse, et 1522 pour le plafond de la salle haute. Et ce qui est assez étonnant, vous voyez le rapport de proportion entre la salle basse du rez-de-chaussée, effectivement basse, le plafond, et un volume initial assez étonnant à la fin du XVe siècle. Il faut quand même rappeler que l'épouse du constructeur de ce manoir était la fille d'un seigneur voisin qui possédait le manoir du Mollan à Bréal-sous-Montfort, dont on a étudié la grande salle, la charpente d'une grande salle sous charpente de la fin du XIVe siècle. Peut-être le mari a voulu ici rappeler à son épouse un petit air de ce qu'elle avait connu dans le manoir de ses aïeux. Parce qu'à la fin du XVe siècle, effectivement, c'est quand même un petit peu démodé. Des spécificités aussi, les montages particuliers. Alors, assez étonnant, c'est que vous le voyez très bien sur la photo du bas,
Curieusement, on a de nombreux édifices, on a une date plus tardive ici dans le XVIIe, milieu XVIIe probablement, où les poutres des plafonds ne sont pas assemblées avec les poteaux, elles sont posées sur la sablière, sur le côté, mais elles ne sont pas posées, elles enfourchent légèrement et donc travaillent comme des tirants. Un autre élément, des encoches que l'on a identifiées qui servaient à maintenir lorsque la charpente n'était pas encore installée à maintenir les façades. Et vous voyez un détail ici des fenêtres, un modèle que l'on rencontre souvent, petite fenêtre avec une accolade et le travail des coyots. Je repasse pour la suite à Stéphanie. Très rapidement. Ah ouais. Oui, le temps est passé en fait. À partir du XVIIe siècle, on va passer progressivement de la construction en pan de bois à la construction en bauge, la bauge étant la technique de construction de la terre dans le bassin rennais. Et on va avoir des bâtiments sur lesquels on va avoir les deux types de construction. Par exemple, sur cette ferme, vous voyez à gauche, on a une construction en bauge. À droite, en pan de bois. Il faut savoir que ce bâtiment était entièrement enduit. On ne pouvait pas forcément distinguer quelle partie était en bauge de quelle partie était en pan de bois. D'ailleurs, les bois qui sont employés sur cette maison sont beaucoup de bois de remploi. Donc on a un exemple d'une ancienne maison de retenue donc à Vezin-le-Coquet avec un premier bâtiment en pan de bois en retrait qui est construit en 1607. Ce bâtiment est agrandi avec un bâtiment en retour d'équerre en bauge au XVIIIe siècle, mais quand on regarde l'arrière, le bâtiment en pan de bois est déjà construit en bauge. Vous avez une des plus anciennes techniques de construction en bauge dans le bassin rennais. Ce sont des mottes de terre composées en arêtes de poisson. Donc ça, on le trouve dès le début du XVIIe. Et on va avoir énormément de bâtiments qui présentent une façade en pan de bois, mais des pignons et une façade arrière qui sont déjà construites en terre. C'est le cas aussi pour la maison du Feuil à Melès, qui est une des plus anciennes où on a cette mixité de construction. Donc, ce sont deux logis en fait accolés. Le premier logis, le plus ancien, qui doit dater du milieu du XVIe siècle, a sa façade arrière qui est en pan de bois, et le second, qui a été rajouté à la fin du XVIe siècle, a sa construction à son mur en bauge. Ça, c'est une photo récente, ça c'était avant qu'il enduise, donc où on retrouve ces mottes de terre disposées en arêtes de poisson. Et donc progressivement, la bauge va un peu supplanter la construction en pan de bois, tout simplement aussi parce qu'il y a moins de bois d'œuvre disponible, et puis qu'on va maîtriser de plus en plus la construction en terre, et on va pouvoir construire vraiment de grands volumes. Et la question du remploi, elle se pose aussi là, parce que très souvent, on a des maisons en pan de bois qui vont se dégrader, faute d'entretien ou de défaut de toiture, et au lieu de reconstruire en pan de bois, on va construire en terre. Ça, on a ça assez souvent. Quelques traces, vous voyez, sur ce poteau ici de chevilles, en fait, qui nous montrent bien qu'autrefois, la construction était entièrement en pan de bois. Il y a même le poteau d'angle qui a été conservé. Et le bâtiment, soit sans doute suite à une dégradation, a été remonté en terre. L'avantage aussi, c'était de ne plus faire appel à des charpentiers. La construction en bauge étant vraiment une technique, aujourd'hui on dirait un chantier participatif, c'est-à-dire que les paysans, en fait, il y avait un maçon qui était là pour le démarrage du chantier, mais après les levées étaient montées souvent par les habitants eux-mêmes. Et puis pour finir, une maison qui nous pose beaucoup de questions, un chantier en cours d'une maison. Deux maisons de datation différentes. Donc la partie en pan de bois, on a fait dater par Dandreau que la charpente et les poutres, et le plancher, donc avec une date qui est apparue de la fin du XVIIe siècle. Le pan de bois nous semblant pas forcément être d'origine, puisqu'il va jusqu'au pignon, c'est-à-dire qu'il est plaqué contre le pignon qui est en terre, et puis on voit aussi pas mal, juste avant que je change de diapo, de morceaux en fait, qui sont des remplois aussi dans la charpente. Vous voyez ici, en fait, le pan de bois, il arrive vraiment à la limite du pignon et il est plaqué, vraiment contre la façade. Donc c'est encore une maison qui nous pose pas mal de questions. Un latis donc, qui nous montre que cette maison, elle a été aussi enduite. Mais on a deux types de clous. On a le latis ancien, un latis, et puis on voit entre des clous plus anciens, donc qui pouvaient aussi nous faire penser qu'il y avait un enduit plus ancien. Peut-être qu'elle a été à la base construite pour être visible, mais en tout cas, il a été très vite enduit, ce bâtiment. Et vous voyez aussi ici l'arrière qui est
qui est construite en bauge. Donc progressivement, la construction en terre va remplacer la construction en pan de bois. Voilà, j'ai été très rapide pour le dernier chapitre. Oui, c'est bien. Merci. Juste, donc Jean-Jacques qui a abusé. Voilà, je m'en doutais un peu. Donc Jean-Jacques et moi, on a réalisé donc un petit livre qui s'appelle Architecture en pan de bois dans le pays de Rennes, qui sort la semaine prochaine. Voilà. Merci. Et troisième. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Troisième intervention de l'après-midi avant On a 5 minutes. le débat de l'après-midi. Donc Christophe Lepabic, qui est architecte, on reste en Bretagne d'ailleurs, il est architecte du patrimoine et qui va nous parler du pan de bois dans le Morbihan, mais au 18e et au 19e siècle. Voilà, bonjour à tous. Merci du cadeau de cette journée très nourrissante. Ok. Bien, alors je suis venu ici avec beaucoup plus de questions que de certitudes concernant un terrain d'étude. Ce terrain d'étude, c'est le Morbihan du Nord, le nord du département du Morbihan, et nous restons en Bretagne. Le terrain choisi est un terrain rural, petite ville certes, mais un terrain marqué par une construction de pierre. Seulement le pan de bois, il a existé. Le terrain consiste, avant la Révolution, en 69 paroisses. Sur ces 69 paroisses, aujourd'hui se dessine un terrain de 40 km de long, de large. Aujourd'hui, peu de vestiges de pan de bois. Mais à la place, on a une quantité de documentation concernant l'usage du bois, concernant l'usage de la pierre et concernant l'usage du bois et de la terre. Les recherches documentaires, elles vont suppléer l'absence d'éléments concrets. Pour cela, pour étudier cette partie de la Bretagne, il faut aller à Rennes. Il faut aller à Nantes, la Cour des comptes de Bretagne. Rennes pour les seigneuries. Il faut aussi aller à Brest, Saint-Brieuc, puisque ce duché de Rohan a été scindé en deux, dans le département des Côtes-d'Armor, et celui du Morbihan. La recherche documentaire a montré que notre terrain était très largement constitué d'architecture de pierre, schiste, granit, j'en passe, grès. Pour autant, l'architecture de pan de bois va exister. Mais une question s'est posée d'emblée. Est-ce que, finalement, la connaissance du pan de bois, le savoir du pan de bois, l'histoire du pan de bois n'était pas seulement l'histoire de la disparition du pan de bois? C'est à la suite de cette question que j'ai entrepris de chercher quels étaient les tenants, les aboutissants de l'existence du pan de bois, et quelque part aussi les origines de sa disparition. Bien vite sont apparues des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de certitude. Par exemple, souvent, le pan de bois, il est occulté dans les documents. Il est escamoté. Ce ne sont évidemment pas les habitants qui écrivent, ce sont les greffiers, les seigneurs. D'autres fois, le pan de bois est très, très documenté, notamment par les ingénieurs des ponts et chaussées de Bretagne. Ce sont des ingénieurs qui prescrivent, par exemple, l'usage du bois et de la terre pour des maisons de cantonniers, et nous sommes là en 1840. Entre ces deux dates, parce que je n'ai pas dit mes dates limites, première date limite, XVIIe siècle, 1600, Henri IV. Dernière date limite, 1840, le boulonnage, le boulonnage qui va remplacer les assemblages Tenon-Mortaise. Entre ces deux dates, il y a la perduration d'une architecture urbaine de pan de bois, Pontivy, mais aussi Dinan, Quimperlé, que sais-je. Pontivy est au centre de ce territoire. Donc une tradition de terre remplacée par une pétrification, comme sur cette carte postale à droite. Les usages de la terre sont légion, ils sont concrets. On en a pour les sols, on en a pour les parements, les mortiers de terre, on en a pour les enduits, même les enduits où il y a des dates qui sont inscrites au doigt, à 1780 de mémoire, sur des hottes de cheminée. Mais on tombe aussi sur des usages de la terre, par exemple avec une technique assez discrète d'empilage de mottes de terre. Il ne s'agit pas de pan de bois.
Le pan de bois est connu, très connu, pardonnez-moi. L'architecture de terre ou les éléments de terre sont très connus aussi dans l'architecture savante. L'architecture des ingénieurs, l'architecture édilitaire. À Pontivy, à partir des années napoléoniennes, on va bâtir un hôtel de ville, un théâtre, une prison. Il n'empêche qu'on va retrouver des plafonds de terre et de bois, avec ces fameuses fusailloles ou les barasseaux. Cela se rencontre dans maintes et maintes régions de France. Je pense au centre, voilà, région centre, dans des manoirs, j'en ai vu un petit peu partout. Donc pour les latrines, voici les latrines d'un des maires de Pontivy autour des années 1780. À gauche, une maison de 1630 avec un plafond de barasseaux, maison détruite. À droite, les latrines, toujours du maire. Bien. Les usages du bois. Les usages du bois, pour notre pan de bois, notre sujet d'étude, ils vont se concrétiser sur un corpus de granges. Un corpus de granges, je devrais dire aussi de galeries. C'est les notaires, les greffiers qui désignent ces édifices sous le nom de galeries. J'établis un lien avec, par exemple, la désignation des coursières, ou des coursives, des coursières des manoirs qui nous ont été présentés juste avant. Les coursières, qu'on peut aussi appeler des galeries, peut-être que le mot aurait été capté par les notaires pour imposer cette désignation aux paysans eux-mêmes. C'est là qu'il faut s'attacher à un détail. Les documents que j'étudie sont des documents rédigés en français. La majorité de notre duché de Rohan, voilà, on y parle breton. Donc il y a déjà un filtre de la langue sur le voyage des mots, la captation des mots. Ce corpus de granges, ça va être un petit peu le cœur de notre étude, enfin un des cœurs de notre étude, il va nous intéresser. On n'a là pas de pan de bois, on n'a pas de torchis en remplissage. Donc, on est encore dans un objet un objet limite, si vous voulez, par rapport au pan de bois et sa définition canonique. Ourdé, avec des éclisses de bois roulées dans l'argile, et puis obturant des parois ou des plans. On n'est pas dans ce cas-là. On va être dans des objets limites où, sans rainurage, sans éclisse, on va tout de même avoir, au cours du XIXe siècle, on va tout de même avoir un remplissage de ces cadres en terre crue. On n'est pourtant là pas totalement dans le pan de bois ourdi ou ourdé. Dans les documents, les ingénieurs sur le pan de bois, la terre, etc., ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal à normaliser les traditions qui ont pour matériau la terre. Nous sommes derrière moi sur un devis de l'hôtel de ville. Les barasseaux, ce sont donc ces fusailloles, ces rondins d'argile qui coincent entre les poutres. Les ingénieurs civils ont du mal à établir des normes. Combien faut-il de terre pour faire des barasseaux, pour faire des fusailloles? Cela va se retrouver aussi, la difficulté que les ingénieurs auront à quantifier les traditions rurales de terre, de bois et de pan de bois. Ils auront beaucoup de difficultés, notamment aussi avec le chaume, par exemple. On ne sait pas au XVIIIe siècle comment bâtir en chaume, combien de mottes faut-il pour établir un devis d'une poudrière, un devis d'une fortification, je pense à Port-Louis par exemple. Donc derrière moi, le néant, on voit néant, on ne sait pas quantifier la terre, on ne sait pas quantifier non plus les essences, etc., etc., lorsqu'on est un ingénieur. Pourquoi ça fait ça? Je fais suivant, je pense. Voilà. Pour autant, dans l'architecture rurale, comme pour l'architecture civile ou édilitaire, on va se trouver en présence de mentions de cloisons de bois. Ces mentions de cloisons de bois, je ne les trouve nulle part dans les habitations paysannes. Elles sont, par contre, elles existent dans les devis. Elles ont peut-être disparu, elles ont pu être remplacées. Une mention que j'ai en tête, un entrelacement de mortier pour séparer la crèche de la salle commune. Nous savons qu'en Bretagne notamment, sous le même toit, les fameuses maisons longues, sous le même toit voisinent et habitent les vaches et aussi les hommes. Un entre-deux, c'est une cloison, si vous voulez, une cloison entre les bêtes et puis les hommes. Bien, donc le cloisonnage en terre existe dans l'architecture édilitaire comme pour l'architecture paysanne. Bien, maintenant, autre problème, le pan de bois, lorsqu'il est décliné, lorsqu'il est décrit par les greffiers, les notaires, il est décrit de façon méprisante. On est en présence, évidemment, d'un phénomène où l'architecture des manants est décriée, elle est décriée par les dominants, si vous voulez. Il s'agit de maisons de boue et de crachat. Cette expression va se retrouver de manière très simultanée chez La Fontaine, Furetière, dans les dictionnaires de la langue française, les dictionnaires historiques de la langue française. Donc on a presque simultanément une captation
des élites parisiennes vers la Bretagne, par exemple, de ce vocabulaire méprisant. On est dans une société hiérarchisée d'Ancien Régime. Derrière moi, la maison de boue et de crachat, c'est aussi la loge, la baraque de bois. Pan de bois ou maison de perche, maison de bois, maison de perche, il est très difficile là d'établir la filiation avec le pan de bois. Mais enfin, la constante est celle-ci. On va décrier la technique du pan de bois. En effet, on est dans une généralisation, on est dans une époque de généralisation de l'habitation de pierre, de l'architecture de pierre. C'est pour ça que les destructions des maisonnettes des pans de bois vont être légion. On en a des preuves, des éléments derrière. Il peut s'agir de maisonnettes construites indûment. Alors, ce sont des maisonnettes de bois, de terre, de bois et de terre, ce qui nous lie avec le pan de bois. Et derrière moi, on va détruire des maisons de Pontivy, par exemple, lorsqu'il faut élargir, à la faveur de l'urbanisme éclairé du XVIIIe, on va élargir les traverses des rues. C'est un mouvement français, commun au royaume, voire européen. Donc, destruction des loges, des cabanes, des maisons de bois qui existaient dans ce vieux Pontivy. Destruction aussi de ces maisons, loges, baraques qui ont été établies par usurpation. Par usurpation parce qu'elles sont établies sans autorisation, car il existe un droit très strict qui est contenu dans un recueil de lois qui s'appelle la coutume de Rohan. Rohan, c'est le nom du duché, c'est le nom du seigneur. Et cette coutume, elle va être établie afin, évidemment, de donner des lois privées sur la succession, le régime de succession des maisons, mais aussi le régime de construction des maisons. Ça va nous intéresser parce que, bon, passons, voilà, ça va nous intéresser parce que ça ne va pas de soi. La construction de bois ou de pierre ne va pas de soi. Il y a des questions qui vont se poser. L'article 13, donc derrière moi la coutume de Rohan, un article 13 définit très strictement comment construire des baraques, des maisons de pierre, mais aussi des granges en pan de bois. J'en profite pour dire tout de suite que cette coutume de Rohan, elle va établir un régime d'exploitation des maisons, mais aussi un régime d'exploitation du sol et un régime de succession, de transmission des maisons. Les maisons sont par moments des biens meubles, par moments des biens immeubles, selon le point de vue d'un propriétaire, d'un locataire ou d'un tenant d'un bail amphithéotique. Bien. Je vais simplifier. Derrière moi, les constructions de maisons, de granges, de maisons de pierre, de pans de bois, de granges, les maisons elles sont encadrées par des lois très contraignantes, très limitantes. Et il ne faut pas construire sans autorisation du détenteur du fonds. Habituellement, c'est un seigneur qui possède le fonds, mais nous savons tous qu'à partir du XVIIe, la bourgeoisie vantaise, rennaise, pontivienne va acquérir des seigneuries. Bien. Ne pas construire sans permission. Les maisons construites sans permission, usurpation, destruction. Donc les maisons de terre, on en a toute une litanie, les maisons de terre vont être détruites en premier. C'est la maison des manants, c'est la maison de la marge. Voilà peut-être pourquoi les maisons en pan de bois ont disparu. C'est une première piste. Je vous ai dit, je n'ai pas de certitude. Deuxièmement, le paysan à qui on octroie la tenue sur laquelle il va vivre, si on lui octroie l'autorisation de bâtir, il faut qu'il construise de sorte que s'il est congédié, s'il est remercié, s'il est fichu dehors, il faut que le propriétaire foncier puisse lui rembourser les biens qu'il aura construits. C'est une coutume qu'on va retrouver au sud de l'Allemagne, en Bavière, mais aussi au nord de l'Allemagne. Il n'y a rien là d'ethnologique, d'ethnographique, encore rien de régionaliste, ni de folklorique. Alors, voyons maintenant comment on construit les maisons, en pierre ou en pan de bois. Il y a un commanditaire, monsieur et madame veulent construire leur maison, bien. On va chez le seigneur. Alors, je peux suivre comme ça. Oui, le commanditaire vont chez le seigneur et le seigneur, à la base des discussions, va donner des dimensions précises. Pieds et pouces, 12 pieds de large, 10 pieds de long, 7 pieds de hauteur et ainsi de suite. Ensuite, on va voir l'artisan. Les commanditaires vont voir l'artisan pour la signature d'un marché, pour autant qu'on puisse avoir ces marchés de construction. J'en ai quelques-uns, bien entendu. On en a. Ensuite, la phase du chantier, du recrutement des artisans, de l'approvisionnement des matériaux. Ensuite, on est sous l'Ancien Régime et la construction va être contrôlée par des experts. Les experts, ce sont des maçons, des charpentiers, des couvreurs, qui vont au début
au milieu et à la fin, établir si les règles de construction, pan de bois, bois et terre, pierre, si les règles de construction ont été établies d'après la coutume et d'après les manières de faire. Les manières de faire. On va aller jusqu'à la prise de possession, je passe, c'est pas trop le sujet. Bon. Chantier, recrutement, tâcheron. Alors, si on est là, chantier, recrutement, tâcheron, si on est ici, le seigneur peut autoriser une construction en pan de bois, comme en pierre. Mais les bois, par exemple, il arrive que les bois soient pris sur la tenue. Il s'agit de bois de châtaignier, de bois de chêne, et non pas d'émonde. Voilà, ça sera des bois de charpenterie très forts, très durs. Voilà. Mais il arrive aussi que le seigneur ne donne pas la permission de prendre les bois de la tenue. À partir de là, il y a la contrainte sur le matériau, il y a des négociants de bois, mais il y a aussi des nobles qui possèdent des forêts. Et pour eux, ça va être un commerce très lucratif, le pan de bois, comme les charpentes sur les maisons de pierre. Bien, donc déjà, il y a beaucoup de fluctuations, il y a beaucoup d'amplitude en ce qui concerne la disponibilité des matériaux. Et tout ça va influer évidemment sur le sort de l'architecture de pierre, comme pour le sort de l'architecture de bois. On va en voir un exemple. Le mode d'exploitation peut influer sur le choix du matériau. Je vais prendre comme exemple un bail à ferme. Parallèlement au droit du domaine congéable de la coutume de Rohan, dont j'ai parlé précédemment, parallèlement à cela, la construction ex nihilo d'une ferme, d'un bâtiment de pan de bois, eh bien, il y a toujours la possibilité de louer une maison déjà construite. Ça s'appelle un bail à ferme. Bon. Dans les baux à ferme, je me trouve en 1813 en présence d'un contrat devant notaire. De quoi s'agit-il? Le propriétaire octroie un bail à ferme de 7 ans à un paysan. Il lui donne autorisation de construire une maison sur piliers de bois. J'ai choisi cet exemple, j'en ai d'autres. J'ai choisi celui-ci. Une maison sur piliers de bois. Là, on est en présence tout de même du pan de bois. Cette maison doit être construite. Le bail est de 7 ans. Au cours des 6 années qui vont suivre la construction, le propriétaire prescrit de manière très stricte combien de semences de blé, d'avoine, de blé noir devront être semées. Quel va être le montant de la rétribution pour le propriétaire? Combien d'impôts pour le seigneur, etc. Bref, de véritables abacs sont destinés à contraindre le nouvel arrivant dès qu'il aura construit sa maison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que peut-être que le choix du pan de bois, il est fonction aussi d'une négociation économique. Quel est l'intérêt du propriétaire? Il veut être, lui, remboursé le plus vite possible. Quel est l'intérêt du locataire? C'est de produire davantage, progressivement, pour être sûr de rester jusqu'à la fin du bail. Peut-être que le choix du pan de bois peut être un choix commun. Ça peut résulter d'un intérêt commun. Peut-être moins de formation pour les artisans qui construisent en pierre, faciliter la construction, possibilité d'une construction collective, s'il faut le ourdir en terre, de telle sorte qu'au bout de la première année, la construction en pan de bois sera achevée. D'après d'autres marchés de construction, construire en pierre, dans cette partie de la Bretagne, construire en pierre, c'est 6 mois, novembre à l'Ascension, etc. J'ai plein d'exemples en tête. Voilà, 6 mois de construction en pierre. On peut peut-être imaginer que pour le locataire candidat, construire rapidement en pan de bois, peut-être plus rapidement qu'avec la pierre, en tout cas à moindre coût, il ne faut pas d'aciers spéciaux pour tailler la pierre, et ainsi de suite. L'approvisionnement coûte cher, le charroi coûte très cher. Bien, donc le pan de bois pourrait être une variable d'ajustement. Donc le choix de la construction du pan de bois pourrait être une des explications de la survivance du pan de bois dans cette région, alors que la construction de pierre est majoritaire. On peut s'intéresser à la construction de pierre, mais en écho. Si la construction de pierre, elle est foisonnante, c'est parce que des spéculations vont exister, des spéculations vont croître avec la construction en pierre. Je m'explique. Au cours des générations, si on construit en pierre dans cette région, si un paysan quitte sa tenue, il va vendre ses bâtiments au propriétaire foncier, au seigneur. Le propriétaire foncier va donner à la fois d'après à vendre
enfin octroyé à un deuxième paysan, et en montant vigoureusement le droit d'entrée dans la nouvelle tenue. Donc, on a le droit de construire en pierre si le propriétaire est sûr derrière d'organiser une spéculation. Cela se rencontre tout au long du XVIIIe siècle. La construction en pierre, elle s'accompagne d'un enchérissement du prix des tenues, du droit d'entrée, spéculation pour la pierre. Et voici que notre pan de bois et terre est réservé aux manants ou à ceux, comme à Bottquelin derrière moi, à ceux qui entreprennent une installation sur une tenue à défricher. Alors, on va s'intéresser là-dessus. On construit en pan de bois, souvent, ou en bois et terre, souvent, sur des tenues à défricher. C'est-à-dire que la mise en valeur, dès qu'elle débute, elle opère aussi un choix sur le matériau. Je vais dire autrement, la primo-construction dans cette région, elle s'accompagne souvent, presque toujours, de maisons en terre, de maisons de bois et de maisons de bois et de terre. J'ai relevé ça depuis les années 1680, et là on est en 1813. Voilà. Et les granges, galeries, auvents. On va se trouver en présence d'un riche corpus qui s'étend évidemment du Vantais jusqu'à Saint-Brieuc, qui s'étend aussi de Rennes jusqu'à Brest, bien entendu. Mais dans notre région d'études, il s'agit de galeries, alors de granges bien sûr, il s'agit de granges sur poteaux de bois. Une architecture donc charpentée. Alors, est-ce que c'est l'expression achevée d'un pan de bois ou est-ce qu'il s'agit d'une réadaptation? À la lueur de l'étude des clauses du domaine congéable, c'est-à-dire de l'usement de Rohan, de la loi du seigneur de Rohan, on peut peut-être établir d'autres pistes, d'autres réflexions. Ces granges, il n'y a pas de rainurage pour inclure des éclisses, pour inclure des lattes de façon à mettre du torchis. C'est-à-dire que individuellement, elles évoluent, elles vivent. On peut les obturer, on peut les travailler, mais il n'y a pas de mortaise sur les bois qui vont jusqu'au sol. Pourquoi des granges maintenant? Vous savez qu'en Bretagne, au XVIIIe siècle, il n'y avait pas beaucoup de granges. Si on lit par exemple les envoyés en mission de la Révolution, il n'y avait pas beaucoup de granges. Et pourtant, les granges vont foisonner à partir de la deuxième moitié du XVIIe. Elles vont foisonner parce que le duché de Rohan, la loi de Rohan, va permettre, contre la promesse d'être remboursé. Il faut que si le paysan s'en va, le seigneur doit être remboursé. Contre cette promesse-là, il faut dire que ces granges, on les construit des fois ex nihilo avec la maison. Donc en primo-construction de pierre, la grange va être en bois, dés de pierre à la base, bois, et puis les charpentes à arbalétrier tout à fait modernes, arbalétrier, poutre formant en trait. Ces granges seront couvertes de seigle, de blé, mais aussi parfois d'ardoise à pur décroissant. Voilà. Les Bretons laissent pourrir le blé noir, puisque le blé noir pour faire les galettes, on s'en sert, on les retire, si vous voulez, d'un stock et on les dans la maison, et après on s'en sert à mesure. C'est ainsi. Et puis l'usage, à partir du XVIIIe siècle, les épidémies, etc., conduisent à construire des granges pour stocker les denrées, les greniers aussi. À quelle occasion? Donc primo-construction, la maison de pierre, continuée par une grange. Autre chose. Les accidents de la vie. Lorsqu'une tenue perd l'homme ou la femme, eh bien, il va y avoir succession. Qui dit succession dit pot de vin. Voilà. Donc, il arrive aussi que le prochain enfant, un des enfants peut hériter, le prochain enfant peut construire à la génération d'après une grange. On a ces cas qui se retrouvent dans plein d'autres régions. Et puis, voilà. Voilà, et puis il y a un troisième cas où on construit des granges, et là je ne l'ai plus en tête, et tant pis pour moi. Quelles sont les techniques? Non, tout ça se retrouve sur d'autres régions. J'étudie aussi le Rouergue et le Quercy, et c'est tout à fait pareil. Lorsqu'il y a mutation d'une tenue, lorsqu'il y a accident dans la suite générationnelle, on se met à construire des bâtiments. Voilà, il y a cette constante, en tout cas ça existe. Il reste 2 minutes, très bien. Les techniques, eh bien écoutez, les techniques... Voilà, les techniques très simples en ce qui concerne
ces bâtiments en pan de bois charpenté, très simple, des greffes en sifflet, tenons mortaises, bien sûr. On a du mi-bois, on a des croix de Saint-André avec on a des tenons sur on a, pardonnez-moi, des poinçons greffés aux poutres. Il s'agit quand même d'un fond de culture assez simple. Ces granges peuvent avoir comme modèle les halles de Pontivy ou du Fawet. Ces halles ont disparu. Donc les granges seraient une des réductions. Mais enfin, pour terminer sur le pourquoi de ces granges, elles sont posées sur le sol avec un dé de pierre. En cela, elles ont une empreinte moindre que si elles étaient en pierre avec un mur maçonné continu. Si elles ont une empreinte moindre, c'est-à-dire qu'elles coûtent moins cher lorsque le seigneur va rembourser aux paysans s'il quitte la tenue. Donc avec une emprise moins forte, moins en continu, moins quantitative sur le terrain, là, il y a eu aussi un ajustement économique, une négociation économique, et le choix de ces granges sur dés de pierre a été préféré aux granges qui ont des murs maçonnés. Ceci dit, ce n'est pas la seule et unique raison, puisqu'on va trouver des granges, effectivement, qui vont être de plus en plus pétrifiées. Je terminerai simplement en disant que le pan de bois dans cette région-là, le pan de bois, il est aussi en concurrence, ou il est aussi exalté, ostentatoire aussi. Il peut être aussi remplacé par des dalles de pierre et aussi des orthostats, des piliers de pierre, dont voici certains. Voilà. Et au XIXe siècle, la grange va devenir, cette grange très locale, paysanne, va devenir peut-être le modèle de l'avoir qui sont cette fois-ci prescrits par les préfets. Il s'agit de la médecine hygiéniste et aériste. Et ça va devenir aussi un topic un petit peu folkloriste de cette région. Quel est le voyage de cette architecture? Quel est le circuit de cette architecture? Le circuit des topics de cette architecture? Est-ce que c'est le local? Est-ce que c'est les formes empruntées au modèle comme les halles du Fawet? Mais on s'aperçoit aussi que dans l'un ou dans l'autre cas, ces factures très, très paysannes vont nourrir aussi l'architecture édilitaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Intéressant parce qu'elle insiste sur l'importance du droit, effectivement du droit et de l'économie, et du droit dans les sociétés anciennes que les historiens, les archéologues ont souvent tendance à oublier, mais les sociétés anciennes, c'est vrai pour le Moyen-Âge, a fortiori vrai pour l'époque moderne, elles sont régies par un droit aussi, alors que ce soit la coutume ou que ce soit un droit seigneurial, et il conditionne beaucoup de choses. Voilà, je ne sais pas on va faire ouvrir un petit temps de débat, s'il y a des questions. Est-ce que Julien est muni d'un... Ah non, c'est moi qui est muni d'un micro. Retourner collectivement. Oui, c'est pour toi, Yves, que tu nous as montré, qui est très intéressant. Oui, sur une restitution, comment dirais-je, des fenêtres en arc brisé. Puis a été remonté au départ. Enfin, non, c'est pas. Il a été descendu, bon. Mais ce sont des entretoises apparemment qui forment un puits. Alors, comme la rue des Soufflets et à Auvillard, et un cheville. C'était une lisse continue et chancrée au passage de chaque poteau. Voilà. Déjà, je suis très heureux. Voilà. Alors, il n'y avait pas de rainure, c'était simplement des petits volets de bois qui venaient s'appliquer sur le revers. Voilà. Non. En revanche, dans le pignon qui a été inséré au plus tard en 1504, toutes les fenêtres sont munies étaient munies de volets à coulisses. Voilà.
Oui, donc Alain Klein. C'est une question pour Madame Bardel et Monsieur Rioux. En Midi-Pyrénées, chez nous, le principe de pans de bois incliné parallèle, on le retrouve en Basse-Armagnac, dans un territoire très circonscrit et essentiellement au XIXe siècle. Voilà, c'est pour montrer que quand on change d'époque et de territoire, les contextes varient. Et semble correspondre à un principe de construction, une recherche rationnelle en fait, pour construire en pans de bois. Et chez nous aussi, on a des étages en pans de bois en retrait, mais en fait qui correspondent à une reprise en sous-œuvre du rez-de-chaussée, qui était aussi en pans de bois et qui a été remplacée par une construction plus épaisse, quoi, en terre ou en pierre ou en brique. Et après, donc j'avais une question, quid toujours peut-être c'est une question que vous avez déjà traitée précédemment, sur les enduits, sur ces édifices ruraux en pans de bois dits ornés, donc avec des motifs losangiques ou en arête de poisson. Là, ces motifs étaient vus ou cachés sous un enduit, et ça conditionne leur rôle uniquement structurel ou décoratif ou symbolique. Merci. Alors, les pans de bois qui avaient des trames losangiques au croisillon et ceux en chevron étaient destinés à être vus. C'est vraiment à partir du milieu du XVIIe siècle, en fait, que la mode, mais on se dit que c'est peut-être aussi parce que la mode et la construction en terre, c'est d'enduire. Et donc, on enduit systématiquement, en fait, ces maisons, ce qui permet d'utiliser des bois de moindre qualité et des remplois, puisque du coup, les anciennes mortaises, etc., ne sont plus visibles. Et on va même sur les enduits jusqu'à imiter, en fait, des chaînages de pierre dans les angles ou autour des fenêtres. Mais les premiers pans de bois, voilà, les croisillons, tu me corriges Jean-Jacques si je me trompe, mais les chevrons étaient faits pour être visibles, ceux-ci. Les bois. Alors on a retrouvé très peu de traces de polychromie en campagne, contrairement au... Oui, vas-y. Un petit peu, mais un très petit peu. peu là, une maison qui avait un coyot débordant très important. Sous le coyot, on a retrouvé des traces de couleur, mais une sorte de vert de gris. On n'a pas fait analyser la peinture. On n'est pas certain que ça soit la couleur initiale, hein. Mais elle était restée protégée par le coyot en tout cas. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Ça me poursuit cet enjeu. Est-ce que c'était des modes qui étaient elles-mêmes mises en coffrage au départ, ou c'était fait comme ça Alors en fait, pour la technique de la bauge, il n'y a pas de coffrage contrairement au pisé. C'est ça, voilà. Voilà, c'est une terre très argileuse qu'on mouille, qu'on mélange avec de la paille, qui est malaxée au sol et qui donc soit a été mis sous forme de mottes et c'était disposée. des petites mottes ou des... Alors on peut en avoir des assez importantes et on voit parfois les traces des doigts en fait encore sur les mottes, puisqu'après c'était lissé. D'accord. Et quand c'est monté à la fourche, c'est un peu plus tardif que les mottes. Oui, parce que quand il y a une paroi qui est utilisée en fait quand le mur commence à sécher, donc ça déborde du solin. Et quand le mur n'est pas sec mais commence un petit peu à sécher, on monte sur la levée avec une paroi et on coupe ce qui déborde. Donc pour faire le parement du mur. De poissons, j'ai pas très bien compris. C'est-à-dire qu'il y a une rangée qui est disposée comme ça et puis l'autre dispose. Les mottes, uniquement les mottes, c'est ça. Voilà. Ouais. Qui est différent de ce qu'on a vu après, où on a vous avez montré, voilà, qu'on appelle plus des caillebotis en fait dans le pays de Rennes, et qui est un peu plus tardif aussi, où il pouvait y avoir des coffres en fait en bois, voilà, comme des briques en fait, sauf que c'était des briques de terre crue.